les secours qui sont basés sur le fait que c'est la performance des assets ou bien des actifs sous-jacents. On a parlé de performance, alors c'est le cas pour quand il y a une sous-performance, dans un sens que la société ne va pas pouvoir vraiment payer le revenu ou bien la part au client. Du côté fiscal, comment ça va être rédigé, que ce soit de l'émetteur ou bien du client? Merci. Une question avant de prendre l'intervention, Dr. Khalat. Pardon, Madame Khouza, j'ai oublié Madame Khouza. Allô? Alors bonsoir, Tchaka Mourad de Direction Juridique de Capital. J'avais besoin juste d'une petite clarification, parce que sincèrement, je n'ai pas eu le temps d'étudier le texte pour avoir des choses plus approfondies, mais là, j'ai plus un besoin côté business. Par exemple, j'aimerais que vous clarifiez sur le côté Sukuk de Wakala. L'articulation entre les Sukuk et l'activité de gestion sous mandat. J'aimerais juste avoir une idée un peu comment ça s'articule juridiquement et quels sont les véhicules un peu qui sont adoptés, mais juste d'ordre général pour avoir une idée. C'est tout. Merci. Je préférerais qu'on la laisse après parce que sinon, dans la structuration, c'était l'objet de notre précédent workshop. Donc, juste après, donc il y a Madame Bourza et ensuite Dr. Khalati. Je vous remercie pour cette riche présentation. Ma question, en fait, pour le côté légal, d'un point de vue légal, est-ce qu'une entreprise marocaine qui veut émettre des sukuk, est-ce qu'elle peut émettre des sukuk en créant un SPV dans une autre juridiction, dans un autre pays? J'ai fait une expérience dans une banque d'investissement à Qatar. On travaillait sur les sukuk, mais les SPV, il n'y avait pas question, on ne les créait pas au Qatar, on les créait surtout aux Cayman Islands ou d'autres pays qui offrent des avantages. Est-ce que c'est dans la loi marocaine? Dans ce cas-là, on sort du régime dont on parle. Le régime marocain. Ce n'est plus la loi marocaine qui s'applique. Vous allez créer un véhicule selon un droit étranger, soumis au droit étranger, et donc soumis à charia qui vont être saisis. Par contre, sur un plan purement marocain, je ne sais pas si c'est le sens de votre question, mais sur un plan purement marocain, se posent quand même des questions d'échange, d'augmentation d'échange, dans la mesure où vous avez levé de l'argent à l'étranger. En principe, vous êtes censé le rapatrier au Maroc, et si vous devez le garder à l'étranger, vous devez obtenir l'obligation d'obligation. Je vois également un autre problème, si c'est un établissement de crédit, par exemple, qui le fait, c'est obtenir l'accord de vente. Si c'est une compagnie d'assurance, la DAPEX. Mais à part ce problème, donc pratiquement toutes les entreprises marocaines peuvent émettre des sukuk. Vous pouvez émettre des obligations à l'étranger en devise soumises à un droit étranger. Donc rien n'empêche que des sukuk soient émettre. Aujourd'hui, vous pouvez émettre des obligations à l'étranger, en tant qu'entité marocaine, soumises au droit anglais, au droit de New York, en devise euro ou dollar. Ah ben, bien sûr, rien n'empêche. Mais bien sûr, quand je dis rien n'empêche, sous réserve de ce que j'ai dit, c'est-à-dire les problèmes dits de change. Ah bah oui, et si vous êtes soumis... Pardon? Oui, réglementation. Voilà, sous réserve des problématiques de change, et si vous êtes une banque ou une compagnie d'assurance soumis à des réglementations particulières, vous devez obtenir l'accord de votre régulateur, Banque de Libre en l'occurrence, ou la DAPS. Alors après, il y a peut-être des considérations fiscales, le fait d'avoir à payer à partir du Maroc. On va essayer de répondre aux questions. Donc, les 5 questions. Vous avez déjà. C'est pas grave. Donc, alors sur la première question, qui est une interpellation de Sebordadi, qui a interpellé différents acteurs à clarifier notamment les différents aspects opérationnels, fiscaux, etc. pour tous les produits. Ensuite, il y avait une question de professeur Delouis sur les sukuk qui sont des valeurs mobilières hybrides. Et qu'en est-il de gérer la conservation de votre marocaine? Qu'est-ce qu'on va leur appliquer?
سبق راه شي مداخله دابا ولا تنسيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. معليش كالعاده من خلف العاده لهذه الفئات الكلمه العربيه، وربما النقاش الدائر كان فيه نوع من الجدل. ربما لو كان هناك قانون منظم وكان نشرة الاكتتاب والإصدار لبزاف ديال المشاكل ربما ما غاديش نناقشوها، ولأن ربما القانون ما جاش والتجربة لم تأدى بعد، فبالتالي ربما هذا النقاش هو السبب الحاصل. من خلال اللي سمعته يعني اقتبست بعض الأحكام الشرعية التي ربما تغيب عن الحاضرين، وهذه الإشكالات الشرعية أعتقد هي المهمة، وهي التي ستطور منتوج الصكوك في المغرب على مدى القريب المتوسط والبعيد. الأخ لما تحدث عن أولا الصكوك لما نهضروا عليها كنهضروا عليها من جوانب أربعة. الجانب الأول هو الجانب الإداري التنظيمي، الجانب الثاني هو الجانب القانوني، الجانب الثالث هو الضريبي، والجانب الرابع هو الشرعي. والإخوة الأساتذة تلفوا المسألة ديال الجانب القانوني والضريبي، كيبقى الجانب الإداري والتنظيمي بحال السندات إلا في أمور معدودة وقليلة. يعني قانون السندات الموجود عندنا في المغرب من قبل والقانون الجديد الآن يفي بالغرض بنسبة كبيرة جدا. يعني باش ما نقولوش بأن قانون الصكوك يحتاج إلى استقلالية وإلى قانون منظم 100%، وإنما قانون السندات هو كفيل إلى حد كبير. وكاين ما يتعلق بالضريبة فيه المعايير المحاسبية، خاصة ما يتعلق بالإفصاح وتوزيع الأرباح والخسائر. هما نقطتان مهمتان في مسألة المعايير المحاسبية بجانب أمرهم نحن يهمنا كرجال دين، هي مسألة الزكاة في أنواع الصكوك المختلفة. لما كنقولوا على الصك أنه وثيقة ملكية، فهذا يحل المشكله ديال الانتفاع. هل القانون نص على حق التملك ام حق الانتفاع؟ ما يبقاش عندنا مشكل ما دام القانون هو يفترض تلقائيا ونص عليه بان الملكيه والانتفاع هو مقتضى من مقتضيات الملكيه. ليس بالضروره في القانون ينص على حق الانتفاع، كافي ممكن ينص عليه بدون يشير الى مساله الملكيه، لان قانون الصكوك يمكن اننا نجد بعض احكامه في القانون التجاري، وبعض احكامه في قانون الشركات، بعض احكامه في قانون الالتزامات والعقود، وفي القانون المدني، لان ما غاديش نهضروا على الصكوك بمنأى عن هذه المنظومه القانونيه. لما كنقولوا وثائق هي ملكيه، هي لموجودات او في طور الموجود. يعني من هنا الاخ لما كيهضر على الصكوك أنها تمثل وثائق متساوية القيمة كحصص شائعة في ملكية الموجودات أو ما سيؤول إلى الموجود. من هنا كيدخل ملكية الخدمات، ملكية المنافع، ملكية ما يسمى بالإجارة الموصوفة في الذمة. الفرق بين السندات اللي أشار له الأستاذ سياسي فرق كبير بين السندات والصكوك. احنا عندنا قاعدة بسيطة أننا عندما نتحدث عن السداد نتحدث عن الخصوم، عن خصم الديون في التداول، وعندما نتحدث عن الصكوك نتحدث عن البيع. فالفرق بين البيع والخصم، احنا باش كنسهلوها على الطلبة كنقولوا في السندات خصم وفي الصكوك بيع. من هنا كنفرقوا من خلال الأحكام المتعلقة بالصك والسندات. البعض لما تكلم الأستاذ سياسي عن السهم والصك، نحن في ديننا نعتبر أن السهم هو جزء من الصك. إن الصكوك هي فيها مشاركة، عقود استرباح وبيوع، والأسهم هي شكل من أشكال المشاركة، فبالتالي هي نفسها أحكام الصكوك. فبالتالي أيضا حتى الأحكام المتعلقة بالقانون المغربي ما يتعلق بتداول الأسهم في البورصة هي نفسها أيضا تصلح لإسقاطها على ما يتعلق بالصكوك. في مسألة شرعية، في حالة عدم تغطية الإصدار في الصكوك، هل المشروع يتوقف أو لا يتوقف؟ في السندات لا يتوقف، أما في الصكوك فيتوقف. شنو الحل الشرعي؟ هو أننا نأخذ تعهدا من طرف ثالث بشراء ما تبقى من الصكوك، ولكن واحد الشرط، هو الفخ اللي وقع فيه الإخوة في ماليزيا، هو أنهم كيعطيو مقابل لإصدار هذا التعهد،
ونحن إعطاء مقابل إصدار تعهد من طرف ثالث لاشتراء ما تبقى من الصكوك هذا مخالف للشريعة الإسلامية، لأنه يكون هنا اجتمع الأجر مع الضمان. أعتذر في أقل من دقيقة. التجارب التي تحدثنا في بداية الحديث عن العالمية هي الحقيقة التجارب رغم أنها مهمة ليست مبشرة بالخير. تجربة الأردن فيها أمور شرعية متعددة، وماليزيا أيضا ليس نموذج يحتذى به، لأن شفت الإخوة دائما يهتموا بماليزيا بأنها هي قمة في الصكوك. وأنا أعرف الماليزيين وأعرف علماء الشريعة، يعني العلاقة بيني وبينهم علاقة كبيرة جدا. ماليزيا ليست نموذج في الصكوك، صحيح هي الأبرز في الإجراء التنظيمية والقانونية وليس في المحتوى والمضمون، فعندهم مشاكل كبيرة لدرجة أنهم يتداولون الصكوك المبنية على الديون كما في بيوع السلم، وهذا عندنا مخالفة صريحة لنصوص الدين وهي بيع الكالئ بالكالئ أو بيع الدين بالدين. باكستان إلى حد ما أحسن من التجربة الماليزية. التجربة السعودية قوية ومهمة، فيها ضبط للشريعة أكثر من غيرها. بالنسبة للمشكلة الشرعية الثالثة أو الرابعة، هل يجوز للمتعهد الثالث مصدر أو المتعهد الثالث يتبرع بالضمان؟ نعم يجوز. وهذه فتوى أخذناها بالمذهب المالكي وأخذت بها فتوى في الأردن، وكانت وزارة الأوقاف، وهذه عجيبة نتمنى وزارة الأوقاف تحذو حلوى وزارة الأوقاف في البلاد الأخرى أنها هي كانت الضامنة لتداول الصكوك في الأردن. اللجنة الشرعية أنا دائما كنقول كثير من الحساسية الحقيقة، يعني كتجيب لي بزاف ديال المشاكل هذه اللجنة الشرعية. أنا نتمنى في الحقيقة أنها ما تكونش لجنة شرعية من التي نتصورها في بالنا. أنا بغيت الصكوك تكون بعيدة عن اللجنة الشرعية. إذا كان القانون ينظم والضوابط أصبحت واضحة، بغينا نحمل المسؤولية للدولة نفسها ونكون أمام واحد البند قانوني هو ما يسمى بالحسبة في الفكر الإسلامي أو في الشريعة الإسلامية، أن كل واحد من الناس من حقه أن يرفع دعوى في حالة إذا ما رأى أن هناك مخالفة شرعية، لأننا نحتاج إلى جيش من علماء الشريعة فاهمين وعندهم الجرأة الكافية لمتابعة ما يتعلق بقضايا الصكوك، وهي قضايا معقدة، وأحسن ملعب يلعبون فيه الاقتصاديون يستطيعون أن يتحايلوا فيه على رجال الدين هي حالة الصكوك. أعطيكم مثال وقلت هذا للطلبة، أن مطار ديال البحرين لم يتفطن علماء الشريعة، وكان فيهم عبد السلام غدة والدكتور سلمان المنيع وكثير من العلماء نظام يعقوبية، لم يتفطنوا بأنهم ضحكوا عليهم إلا بعد 10 سنوات. اكتشفوا بأنهم ضحك عليهم، عاد أصدروا فتوى التقييد العثمانية، هو اللي فرشهم ونقولوا هو اللي فتحهم هذه الحالة بأنهم ضحكوا على هذه المسألة هذه. نختم بحاجة في ثانية واحدة. أنا دائما كنقول ما كنراهنش على المنظومة القانونية المكتملة الكاملة، وإنما أنا كنراهن أيضا على أن القانون الموجود قد يفي بالغرض. ما نستاهلش القانون الموجود في القانون المغربي. القانون المغربي فيه من القواعد وفيه من العقود ما يصلح لتداول، على الأقل نبداو غير في العقود اللي كاينة في القانون الالتزامات والعقود في القانون المدني. غادي نحتاجوا واحد الشكل أنه كبير. وشكرا والسلام عليكم. Donc il y avait la question du professeur Delouis, donc c'était normalement sur la conservation, l'étude de la conservation chez Maroclière, des commissions et du régime qui allait être... En fait, par rapport à l'inscription en compte, elle est prévue. Dans le texte de loi, il y a donc une inscription en compte. Il y a une inscription en compte qui est prévue dans le texte de loi et dans les conditions prévues par la loi sur le dépositaire central. Comme n'importe comme les actions en fait, ou les obligations. Donc il y a le même régime qui s'applique. C'est prévu par les conditions, il faut demander. Ça sort d'abord par la commission. Donc il restait également, je crois, la question de madame qui concernait deux questions. Est-ce que les soukouk ne font pas bénéficier, j'ai donné un avantage pour l'émetteur au détriment du porteur, donc d'un point de vue fiscal. Et la seconde, qu'en est-il en cas de sous-performance gérée du fonds, ou en tout cas du soukouk, comment c'est traité fiscalement? Pour moi, ça sera traité fiscalement.
Pour être plus clair. Je reviens à ce que Brada a dit tout à l'heure. Je pense que vous avez raison de poser ces questions-là, on les a posées. Mais il faut quand même. Moi je pense que c'est pas ce qu'on découvre ensemble. Hein. C'est pas, il y a comme une volonté, je pense, pour une fois. C'est l'une des rares situations où on a quand même le législateur qui a, par loi de finances, essayé d'introduire certaines dispositions pour encourager le produit. Maintenant, si on fait dans le détail ou après dans la mise de l'application, il va falloir effectivement clarifier les choses. Et j'espère que ça va être fait parallèlement à la publication des textes d'application parce que, qui sont toujours les caractéristiques techniques, etc., comme cité par Yassir, qui sont. Maintenant, par rapport à la question qui est purement fiscale, effectivement, si j'ai bien compris votre question, vous m'arrêtez si ce n'est pas l'objet. En fait, il y a deux choses. C'est qu'aujourd'hui, si on part du principe que pour mieux comprendre, on sera obligé de revenir à la structuration un petit peu. Mais bon, c'est obligatoire, parce que tel que les choses sont imaginées, c'est qu'on a un établissement initiateur, on a un fonds de placement collectif en titrisation qui va émettre donc des sous-coups, dans lequel il y a les porteurs. Et l'argent qu'ils apportent, donc ils vont recevoir ce qu'ils ont rapporté, plus quelque chose qui dépend d'une performance ou d'un revenu, etc. On ne sait pas comment ça va se passer à nous, mais on faut que la performance soit de l'actif sous-jacent, soit des revenus qu'il va générer, etc., pour une partie de ces revenus. Donc, bien sûr, les revenus, ils viendront d'où? Ils viendront de l'établissement initiateur, parce que c'est lui qui exploite réellement. Le fonds de placement collectif, il n'exploitera pas. Il est porteur, comme ça a été dit par Yassir et par Fouad tout à l'heure. Lui, il porte l'actif, qui soit il est loué, soit sa valeur va augmenter en fonction d'un indicateur quelconque. Donc, moi, le porteur, ce qui va se passer, c'est que, in fine, je vais recevoir mon capital plus un profit, un revenu qui est aléatoire et qui dépend d'un certain nombre de caractéristiques. Ce revenu-là, à valeur aujourd'hui, sera taxé comme étant un intérêt. Donc, c'est vrai que si on part du principe, par exemple, que le FPCT, par exemple, a lui acheté des actions. Hein, il n'a pas acheté un actif, il a acheté des actions. Donc, ces actions-là, ils vont générer un bénéfice chez celui qui a émis les actions, c'est-à-dire la société d'en bas, qui elle a travaillé, qui va payer de l'impôt, qui va remonter les dividendes. Et quand ces dividendes vont remonter au fonds de placement pour les titrisation, on n'a pas une exonération sur ça. D'accord? Donc, on subira l'impôt à la base, on risque de le subir lorsque ça remonte pour les FPCT. Et si, quand ça va partir vers le porteur, on va se métamorphoser pour que ça ne soit plus un dividende, mais un intérêt qui va subir une autre fiscalité qui est celle des intérêts. Donc moi, je crains le taux qui est mis sur proposition de fiscalisation, parce qu'on aura une fiscalité sous un régime, sous une forme, et après, le revenu deviendra prendre une autre forme fiscale, qui peut-être va entrer en application de notre fiscalisation. Maintenant, quand il y a une sous-performance, je pense qu'il y a une sous-performance, mais il n'y aura pas de revenu. C'est-à-dire que, à la limite, le porteur, peut-être qu'il va perdre une partie même de son capital. Mais ça, de toute façon. La question qu'il pose, Mohamed, c'est peut-être voilà, le porteur, il peut être soit personne morale, soit personne physique. Alors, il y a une moins-value peut-être latente. Est-ce que, effectivement, la question se pose, est-ce que lui, il peut comptabiliser la moins-value latente, provision, ou si effectivement il sort, donc il y aura une moins-value, est-ce que la moins-value sera déductible comme charge? Bien sûr, c'est la question. C'est une personne le porteur, selon dans le droit commun, il aura toujours à apprécier la valeur des secours qu'il a entre les mains. Est-ce qu'ils valent toujours? Est-ce que les chances de recouvrabilité et que l'établissement initiateur pourra toujours faire face ou pas? D'ailleurs, même en France, je ne sais pas en détail, mais c'est dit clairement, c'est-à-dire tout cela ne remet pas en cause les règles de droit commun d'appréciation, de constatation de provision, s'il y a une dépréciation de la valeur. Et même à la fin, s'il y a une contre-performance et qu'on perd de l'argent, c'est une perte définitive. De toute façon, j'ai investi 100, j'ai reçu 90, j'ai perdu 10. Je ne vois pas
ce qu'elles font, on va me dire que je dirais c'est pas du tout. Comme je vous dis, c'est ce que je pense. Mais à mon avis, il n'y a pas de grande indication. Voilà. Merci, Mohamed. Je crois qu'on va s'arrêter là sur les questions.